Nous passons à la présentation, à l'intervention de à l'intervention de Mariette Sibertin-Blanc. Mariette est maître de conférence HDR à l'Université de Toulouse 2. Elle appartient au laboratoire CNRS Liste-Cieux. Bonjour, je vous remercie d'avoir organisé cette journée. Et je vous propose aujourd'hui de présenter une réflexion autour de la vie culturelle dans les petites villes, faire ce lien entre culture et petites villes en rappelant peut-être mon point d'ancrage, à savoir enseignante-chercheuse en urbanisme aménagement. Et donc, je travaille sur ce lien entre dynamique territoriale et vie culturelle. Et je m'étais d'ailleurs, dans les années 2000, à la fin des années 2000, intéressée au projet justement Louvre-Lens. Mais c'est vrai que plusieurs strates urbaines ont été l'objet de mes réflexions, et en particulier donc la strate métropolitaine et ce que l'on appelle en France les petites villes, à savoir les villes de 5 à 2000 à 5000 à 20 000 habitants. Alors c'est vrai que c'est une strate un peu singulière, mais qui permet d'observer pas mal d'aspects. Et après avoir fait plusieurs types d'études, et notamment des études à caractère plutôt opérationnel, plus récemment, donc, je travaille sur un projet de recherche qui m'a permis de faire entrer, on va dire, la culture dans une interrogation à la fois toute simple et finalement bien compliquée. Qu'est-ce qui fait bien vivre dans les territoires? Alors, je dis bien vivre et non bien-être, qui renvoie davantage à un point de vue plutôt individuel, tel que le travail, par exemple, Lise Bourdeau-Lepage. Le bien-vivre articulant pour moi, pour nous, parce que je vais beaucoup parler d'un travail que je réalise avec Laurence Barthes, articulant donc une dimension individuelle, mais aussi collective, et un rapport à l'espace et au cadre de vie. J'y reviendrai. Donc, alors, c'est vrai que interroger la vie culturelle dans les villes petites et moyennes via le bien-vivre m'amène, en tant que chercheuse en aménagement, à faire trois pas de côté. D'abord, considérer que le développement des territoires ne doit pas être réduit à des questions économiques. Ceci est à la fois une évidence, bon, je l'avais évoqué justement dans mon HDR, et pourtant, ce qui a été considéré comme étant essentiel pendant cette année écoulée nous montre à quel point il convient de le rappeler régulièrement. Deuxième pas de côté, c'est considérer que le développement territorial n'est pas uniquement une question d'équipement, d'infrastructures, voire de cadre physique, le logement, les espaces publics, l'environnement. Mais le développement territorial, c'est bien aussi s'intéresser à la qualité des liens, des convivialités, des expériences et des possibilités d'engagement dans les territoires. Ces deux pas de côté en amènent un troisième, qui est donc s'intéresser à des acteurs plus souvent discrets dans le développement territorial, des parties prenantes que l'on considère assez peu généralement, une petite librairie, un collectif d'artistes, une coopérative, ou encore des acteurs de l'éducation culturelle et artistique. Donc, à ces trois pas de côté, j'en rajoute en définitive un dernier, qui est donc s'intéresser aux villes petites et moyennes. Donc, aux villes moyennes, Marie-Alix a parlé de Lens, et c'en est un exemple. C'est vrai que l'approche petite ville est assez rare dans l'analyse entre culture et ville.
En sachant que voilà, cette approche est davantage développée à l'échelle métropolitaine. On peut voir tous les travaux qui ont été faits ces dernières années sur les processus et les tensions dans les villes dites créatives ou tout ce qui relève du renouvellement urbain, de la mise en tourisme, qui sont toujours plutôt orientés sur les grandes villes et les quartiers de ces villes. Alors pourtant, s'intéresser aux villes petites et moyennes, et en particulier aux petites villes, présente un intérêt certain, puisque finalement, on a des territoires assez circonscrits sur lesquels il est assez simple de comprendre les systèmes d'action, les systèmes d'acteurs, les positionnements des uns et des autres. Et c'est afin de rendre compte de ces différentes logiques que j'ai proposé une notion qui est celle de la configuration culturelle territoriale, qui est une approche systémique et qui finalement permet d'analyser la rencontre entre deux logiques qui sont assez souvent dissociées, mais encore une fois, l'exposé précédent nous montre qu'il est important de les associer. D'un côté, des logiques, des dispositifs de développement territorial, et de l'autre, des logiques, des dispositifs également, des référentiels de l'action culturelle. Et donc, cette notion de configuration culturelle territoriale permet, dans une trajectoire urbaine, d'identifier à quel moment peuvent opérer des bifurcations, et ça nous permet de comprendre notamment comment des évolutions de la vie culturelle sont très liées à des ambitions urbaines. Alors, c'est un travail que j'avais commencé à développer avec une collègue, Stéphanie Lima, à propos d'Albi, où on avait repéré une bifurcation très forte dans cette ville moyenne, qui faisait passer finalement d'une vie culturelle très orientée sur la vie quotidienne, la vie culturelle du quotidien et la création, à une toute autre ambition qui est relevée finalement d'un dialogue avec la métropole toulousaine. Donc on était vraiment sur une rupture, hein, et on a bien l'effet aujourd'hui de cette rupture dans ce qui devenait prioritaire en termes culturels, à savoir du rayonnement, des grands événements, et tout cela s'expliquait par une ambition de rentrer non plus dans un espace périphérique à la métropole, mais bien dans un dialogue, on va dire, sur un plan égal. Donc, c'est cette approche de la configuration culturelle territoriale. J'ai eu l'occasion donc de la développer avec dans le cadre à la fois d'un autre territoire et d'un autre projet. Et c'est là-dessus que je vais insister désormais, puisque je vais vous présenter donc un projet qui est alors en cours de finalisation, qui est un projet qui s'inscrit donc dans un programme national POPSU Territoire, financé par le PUCA, donc un organisme ministériel qui finance la recherche sur la ville. Ce programme est un programme de recherche-action qui vise à financer des études de cas sur des petites villes à partir d'une problématisation que l'on peut considérer comme étant ensuite valable pour monter en généralité. Alors, ce sont des projets qui sont co-construits entre les chercheurs et les partenaires locaux. Et on a tendance beaucoup à utiliser ce terme de co-construction, parfois de manière un petit peu fictive. Or là, notre expérience est une vraie co-construction d'un projet de recherche-action, dans la mesure où, au départ, nous, en tant que chercheuses, on était vraiment sur l'idée d'interroger la vie culturelle comme ressort du bien vivre à Foix, donc dans une petite ville. Et ce sont les acteurs locaux qui ont proposé de rajouter ce focus
sur les jeunes, sur la vie culturelle des jeunes à Foix, ce qui finalement nous a conduit à reconsidérer assez profondément hein, notre proposition de projet, et c'est ce qui a été retenu puisque c'est un appel à projet. Donc finalement, notre projet, c'est bien la vie culturelle comme facteur du bien vivre des jeunes dans une petite ville, avec trois étapes. L'étape de l'explicitation de la configuration culturelle territoriale, celle de la compréhension des pratiques culturelles et attentes des jeunes à l'échelle d'une petite ville. Et à notre connaissance, c'est assez rare d'essayer de comprendre comment on va dire, oui, un profil population déploie ces pratiques culturelles dans un territoire. Les études sont assez rares, et en particulier sur les jeunes. Et puis la troisième étape était donc de mettre en regard ces deux aspects pour s'interroger sur ce qui relevait du bien vivre. Donc je vais vous présenter ces 3 temps assez rapidement. Donc la première, le premier, alors je n'ai pas énoncé la temporalité de ce projet, qui est loin d'être anodin, puisque c'est un projet que nous avons déposé et obtenu donc en novembre 2019. Et le cœur de notre terrain était prévu à partir de mars 2020. Donc, je vous laisse projeter à quelle période cela a correspondu. Et nous sommes donc néanmoins dans l'obligation de finaliser ce travail. Et je dirai quelques éléments sur les méthodes utilisées. Donc, dans un premier temps, il s'est agi de comprendre cette configuration culturelle territoriale. Donc, je ne vais pas revenir sur les principales caractéristiques parce que c'est assez long, mais globalement, on a identifié une dizaine de caractéristiques qui est notamment on va dire une trajectoire assez longue, une inscription assez longue dans l'éducation populaire, dans une approche très socio-culturelle, notamment d'une politique locale, la présence aussi d'une scène nationale dans une petite ville qui est à la fois préfecture, mais qui n'a que 10 000 habitants. Donc on est quand même sur une toute petite ville, mais qui en même temps est dotée d'une scène nationale d'envergure et a une place pour le département très forte. Et puis, je peux donner une autre caractéristique qui est essentiellement une offre, on va dire, et une action publique orientée sur des logiques de diffusion et absolument pas sur des logiques de création. Donc, l'autre étape de la configuration culturelle, c'est de comprendre où ça bouge et pourquoi ça bouge. Et donc, en particulier, on a identifié à nouveau là des points de bifurcation. Et un des points de bifurcation importants, je vais en citer deux, c'est l'émergence de nouveaux acteurs aux côtés des acteurs principaux de public. Et ça, c'est quelque chose que l'on voit de manière assez récurrente dans les petites villes, avec des évolutions qui peuvent être assez contrastées. Hein. Parfois, des petites villes qui passent d'un milieu associatif à une prise en charge parallèle par la puissance publique. Là, on a plutôt un effet, on a une bifurcation différente, c'est-à-dire qu'on a une puissance publique qui était assez forte via la scène nationale et qui s'enrichit. Alors, d'initiatives associatives, il y en avait déjà, mais elles montent en puissance. Et puis également d'initiatives marchandes. Et ça, c'est un élément que l'on peut retrouver assez régulièrement, mais je dirais marchande, inscrite dans un secteur assez particulier, qui est généralement l'économie sociale et solidaire. Voilà. Et puis,
une troisième étape, c'est dans la configuration culturelle territoriale, c'est bien d'identifier qu'est-ce qui fait débat, qu'est-ce qui fait défi pour le local et en particulier identifier des tensions. Donc, on en a identifié quelques-unes, hein, notamment une tension assez forte entre la culture savante, la culture populaire et la reconnaissance des droits culturels. On en est encore très loin dans notamment les discours des politiques publiques, mais certains acteurs commencent à évoquer ces droits culturels. On a d'autres débats et en particulier la place de l'art dans l'espace public qui, en fait, une de nos hypothèses, c'est qu'elle ferait tension. En fait, elle ne fait pas tension, elle est plutôt objet d'une totale ignorance. On a fait des diagnostics en marchant avec des jeunes qui n'avaient absolument pas repéré des œuvres d'art qui occupent le centre de certaines places et c'était voilà, ignoré tout simplement. Donc, à partir de cette connaissance de la configuration culturelle territoriale, on a une deuxième étape qui a été donc l'étape de la compréhension des pratiques culturelles des jeunes. Donc, je l'ai évoqué, cette étape, elle a été très particulière à mener dans la mesure où notre terrain, notre méthodologie de départ était une présence très forte sur le terrain, des interactions très fortes avec les jeunes et des allers-retours entre une production de connaissances et un partage de ces connaissances intermédiaires avec les jeunes. Donc, commencer en mars 2020, ça a été assez compliqué. On a donc un petit peu modifié nos méthodes et on est arrivé néanmoins à une collecte de nombreuses données qui nous ont permis de confirmer une hypothèse qui était forte et qui était liée à d'autres études, notamment des études menées par le ministère de la Culture, par la sociologue Sylvie Octobre, par également le géographe Olivier David sur les pratiques culturelles et les loisirs des jeunes. Et on en arrive au constat d'une grande diversité. Alors, grande diversité, évidemment, des pratiques, mais aussi, et c'est ce qui nous a intéressé, de ce que l'on a appelé les territoires culturels vécus. Alors, je ne sais pas du tout comment ça va apparaître sur vos écrans, donc je vous indique juste qu'on est arrivé à la combinaison, en fait, à la réalisation de ce qu'on a appelé un jeu de 7 familles. Nos 7 familles étant finalement 7 profils de jeunes qui ont à la fois des pratiques culturelles très différentes. Et donc là, vous avez à l'écran, par exemple, les gamers et curieux, les omnivores et les bons vivants. Donc à chaque fois, on a une déclinaison de ce qu'ils font. Donc certains, les omnivores notamment, sont capables d'avoir à la fois des pratiques artistiques différentes, des pratiques culturelles qui sont à la fois dans l'agglomération, qui n'hésitent pas à aller à Paris pour aller voir une exposition. Et puis à l'inverse, donc c'est la représentation de ce schéma ici. Et puis à l'inverse, on a ce qu'on a appelé les bons vivants, qui globalement passent de Netflix à, bon, alors je vais le faire formuler de manière caricaturale, mais on les a bien rencontrés, d'un canapé Netflix à un bar karaoké, et qui, s'ils vont à la métropole toulousaine, ça ne sera pas pour aller voir un concert ou une expo, ça sera pour aller dans un bar, voilà. Donc on est vraiment sur un esprit de fête. Alors une fois qu'on a mis à plat, voilà, c'est à la fois cette configuration culturelle, ces pratiques. Il était pour nous donc important de nous interroger donc sur finalement les ressorts du bien vivre dans la petite ville via la culture, donc pour les jeunes.
On était parti d'une hypothèse qui était importante et qui, je crois, n'a fait que se renforcer avec l'année que l'on vient de passer, à savoir que dans la définition des priorités des politiques de développement local, il était essentiel, j'utilise bien ce terme, de s'intéresser à la culture et aux jeunes. Donc, on avait formulé ça de manière évidemment un peu plus problématisée dans notre projet. Et on arrive finalement à ce schéma. Alors, je vous demande d'excuser ça. C'est une première étape de formalisation, puisque de fait, on arrive aujourd'hui, et vraiment, quand je dis aujourd'hui, c'est ces semaines actuelles, à essayer d'identifier justement les ressorts du bien vivre territorial pour ces jeunes. Et nous allons mettre en débat ces résultats dans un mois avec les acteurs locaux et avec les jeunes donc sur le terrain. Donc finalement, vous êtes un peu mon premier test d'explicitation de ces conclusions intermédiaires. Donc pour nous, le bien vivre territorial, il nous semble qu'on l'a ici représenté selon 3 types de rapports. Un rapport à soi. Et là, cela renvoie à la possibilité, en tant qu'individu, d'avoir un sentiment de bien-être, d'avoir aussi une perspective de trajectoire individuelle positive. Et cela renvoie à la possibilité d'avoir des pratiques culturelles et artistiques non contraintes, notamment financièrement. Et on a vu que pour certains jeunes, c'était un vrai problème, de rencontrer aussi des offres qui interpellent, qui plaisent, et d'identifier des opportunités, y compris d'accès physique et social, puisque nous sommes dans un territoire, on va dire, de faible densité, voire de très faible densité dès que l'on sort de Foix. Donc avec très peu de transport public. C'est Mariette. L'autre rapport, c'est le rapport aux autres. Et c'est ce qui peut donc être vécu ensemble, construit ensemble. Donc pour la vie culturelle, cela renvoie… Excusez-nous, Mariette, est-ce qu'on a dépassé 20 minutes? Je ne vous entends pas, mais j'imagine… Vous avez dépassé les 20 minutes. Pardon, je ne vous entendais pas. Est-ce que vous pouvez encore conclure en 2 minutes? Oui, j'ai fini. Enfin, okay. J'ai encore une diapo et je finis. Donc, ce rapport aux autres, qui peut être qui peut passer par des temps collectifs, par également des festivals, des événements. Et on a vu à quel point, pour les jeunes, ces moments étaient à la fois décrits comme des moments de joie, de découverte, mais aussi des moments d'attachement au territoire. Et puis, troisième rapport, c'est le rapport au lieu, au cadre de vie. Et donc là, l'importance des espaces de rencontre, d'interaction. Et on les retrouve à la fois de manière très forte avec une sorte d'ambiance bienveillante vis-à-vis d'une présence qui se veut… Qui peut se situer partout et sans apparent conflit. Donc, quand on l'énonce comme ça fait un peu béni, oui. Et on s'est dit, bon, ben, finalement, on a rencontré des jeunes qui sont bien à la fois, et c'est tant mieux, et qui peuvent être à la fois dans un skatepark, dans une petite ruelle, et qui ont toujours l'impression d'être à leur place. Et finalement, ça fait écho à d'autres travaux qu'on a menés aussi sur ce territoire, notamment sur les nouveaux arrivants, et des collègues aussi qui ont travaillé sur l'accueil de migrants. Et visiblement, il se passe bien quelque chose de l'ordre d'une hospitalité généralisée dans les espaces fuxéens. Alors, je vais passer sur une diapo une diapo. Et je finis sur celle-ci avec quelques images là de cette présence des jeunes à Foix sur des temps différents. Et en conclusion, peut-être, là où on en est, en tout cas, c'est la formulation de 3 limites qui nous amènent donc à souhaiter prolonger. La limite, évidemment, de la monographie.
puisque, comme je vous l'ai dit, on est encore en difficulté à savoir finalement ce côté hospitalier bienveillant, en particulier pour les jeunes et donc leur rapport à l'espace. Comment pourrait-on le retrouver ailleurs? Et en particulier, il y a toute une réflexion autour de la place de la nature dans la ville. Les jeunes enquêtés aussi, mais ça, je pense que c'est toujours une limite. Mais on a beau être finalement on a touché 130 jeunes, il y en a 1600 à fois. Bon, alors on peut être à la fois satisfait, mais on sait bien que les jeunes qu'on a touchés ne sont pas... il y a certains jeunes qu'on n'a pas touchés, à l'évidence. Et puis, voilà, on finira sur notre aspiration à rentrer en interaction avec d'autres disciplines, puisque là, on était une petite équipe de géographes aménageuses et on a besoin, je crois, aussi notamment de sociologues, voire de philosophes pour nous accompagner dans certaines réflexions. Je vous remercie. Oui, merci beaucoup, Mariette Sibertin-Blanc. Alors, ce que je retiens de votre présentation, c'est qu'en fin de compte, vous vous intéressez dans cette relation ville-culture, vous vous intéressez en fin de compte aux petites villes, votre approche pour les petites villes, alors que comme vous le disiez justement au début de votre intervention, jusqu'ici, ce rapport ville-culture, c'était beaucoup plus de niveau métropolitain, en y incluant bien entendu les quartiers populaires. Alors, dans votre recherche qui se donne pour objectif de définir le bien vivre dans une petite ville, vous avez conceptualisé la notion de configuration culturelle territoriale et vous avez bien démontré qu'elle se situe à l'intersection ou à l'interface de deux logiques. La logique de développement territorial et la logique de l'action culturelle. Et vous avez cité les 10 caractéristiques. Alors, sur le projet que vous êtes en train d'achever, et merci d'avoir eu la gentillesse de nous présenter aujourd'hui, vous avez travaillé sur Foix, et comme vous le disiez, Foix est une préfecture, 10 000 habitants, scène nationale d'envergure. Mais ce je retiens aussi exactement, c'est qu'en fin de compte, la ville de Foix, 10 000 habitants, se travaille dans le cadre est connectée à d'autres villes. Elle travaille dans le cadre d'un réseau de villes créatives. Et ça aussi, c'est intéressant parce que la première intervention nous parlait de mondialisation et là, vous parlez de la connexion. Alors, voilà ce que je retiens déjà. Merci beaucoup.